constaté de visu sur place ce que les envahisseurs russes ont perpétré face aux populations et aux villes ukrainiennes. Nos entretiens que nous venons d'avoir ont montré, je crois, que notre plus grande force, c'est l'union. L'union dont dépend tout le reste. Lorsque vous étiez déjà à la gare de Kiev, une alerte aérienne a retenti, comme ça vient d'être le cas à nouveau tout à l'heure. Toute l'Ukraine vit dans ces conditions, ce qui prouve une fois de plus que la Russie ne choisit pas à quel moment faire le cadeau de la sécurité dans toute l'Europe. L'agression russe contre l'Ukraine, c'est une agression contre l'ensemble de l'Europe, contre une Europe unie, contre chacun d'entre nous, contre les valeurs que nous avons en partage, et notre réponse unie est la seule possible face à cela. L'Ukraine se trouve à l'avant-garde aujourd'hui de cette lutte contre l'agression russe. Mais elle n'est pas seule, et notre format d'aujourd'hui le confirme. Nous avons échangé en parfaite compréhension entre nous donc de la nécessité de renforcer les capacités de défense de l'Ukraine. Je remercie à tous les partenaires pour les décisions qui viennent d'être actées. Nous avons parlé d'une approche coordonnée pour soutenir l'Ukraine sur le plan économique, à la fois l'État et sa population. Nous avons envisagé la reconstruction de l'après-guerre, notre action commune pour prévenir la crise alimentaire fomentée par la Fédération de Russie. Nous devons faire tout notre possible pour prévenir ce complot contre le monde entier qui a pour but de semer le chaos dans les pays d'Afrique et d'Asie à cause des pénuries alimentaires. Nous avons parlé de l'accroissement de cette pression contre la Russie qui doit aller par les sanctions. Nous avons évoqué aussi la perspective européenne et l'intégration européenne de notre pays. Je vous ai informé effectivement de la situation sur les différents fronts, de la défense menée par les forces armées dans le Donbass, autour de Kharkiv, dans le sud et ailleurs. Je vous ai informé des frappes par missiles que l'Ukraine subit chaque jour. J'ai parlé de la quantité des missiles qui ont visé les populations ukrainiennes. Rien que pour ce mois, il s'agit de 3 000. La plupart d'entre eux visent des infrastructures civiles. Ми цінуємо вже надану підтримку від партнерів, очікуємо нових поставок, передусім важкого озброєння, сучасної реактивної артилерії, систем протиракетної оборони тощо. Кожна партія такого постачання – це врятовані українці. C'est très important pour défendre et sauver des vies de nos Ukrainiens. Il est important de nous fournir cette aide urgemment pour protéger nos villes. Il y a une corrélation directe entre la vitesse de la livraison et la rapidité de cette livraison et le nombre de vies préservées. Nous espérons que nos villes et nos territoires sont libérés au plus vite. Nous avons parlé également aujourd'hui des moyens et des solutions pour apporter la paix. Et nous voyons la Fédération de Russie n'est pas prête aux négociations qui visent la paix. La Russie ne veut pas la paix, elle ne veut que la guerre. Ici, à Kiev, lorsque nous parlons avec vous, pendant ce temps, la Fédération de Russie continue à agresser l'Est et le Sud de notre pays. Nous devons faire comprendre à la Russie qu'il faut chercher la paix. La Fédération de Russie, hélas, cherche tous les moyens pour intimider l'Europe et pour s'accaparer de nos terres. Mesdames et messieurs, nous sommes persuadés que la Fédération de Russie veut montrer que l'Europe n'est pas efficace, que les valeurs européennes ne sont pas efficaces non plus pour défendre la liberté, mais nous devons
briser ces projets et il est très important de nous mobiliser. Il est très important de savoir que nous comptons sur votre soutien à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Le statut de candidat de l'Ukraine à l'adhésion de l'Union européenne peut être une décision historique. Et je suis persuadée que cette décision sera notre succès puissant. L'Union européenne, pour nous, c'est notre avenir. Et il faut commencer cet avenir. Nous sommes prêts à travailler pour que nous soyons acceptés en tant que candidats à l'adhésion de l'Union européenne. Nous avons tous vu les résultats des sondages qui prouvent que la plupart de nos citoyens soutiennent cette adhésion. Nous avons le niveau historique de ce soutien. Il est très important de le savoir. Par ailleurs, nous avons parlé de nouvelles sanctions qu'il est important d'introduire et d'imposer. Nous avons l'intention d'évoquer la question de la reconstruction de l'Ukraine. Par la suite, cela sera le sujet qui sera débattu après la fin de la conférence de presse. Il est question de soutenir nos citoyens, il est question de soutenir nos entreprises. Nous avons évoqué également les solutions pour écarter la menace de la crise alimentaire, mais il ne faut pas oublier que le blocus alimentaire a été lancé par la Fédération de Russie, par la flotte russe. Nous avons parlé des moyens logistiques avec les dirigeants européens qui pourraient être mobilisés pour mettre en place les livraisons du blé et des céréales. Je suis tout à fait reconnaissant aux dirigeants européens de leur visite. Nous sommes prêts à renforcer nos défenses, à renforcer la sécurité en Europe. Merci beaucoup encore une fois. La déclaration du président du Conseil de l'Italie. Buongiorno a tutti. Oggi è una giornata storica per l'Europa. Italia, Francia e Germania, tre paesi fondatori dell'Unione Europea, e il presidente della Romania, Klaus Iohannis, sono venuti in Ucraina per offrire il loro sostegno incondizionato. Mario Draghi, en ce moment, qui fait ses déclarations. Alors, on entendra le président Zelensky. Emmanuel Macron va s'exprimer aussi tout à l'heure. On a d'ailleurs déjà quelques informations, Valérie. Je voudrais d'abord peut-être faire un point sur le cadre, parce qu'en fait, on s'attendait à une conférence de presse dans la salle de presse du palais présidentiel. On est à l'extérieur. C'est encore la sécurité qui est en jeu, là, Didier, ou honnêtement, je ne sais pas. En tout cas, c'est beaucoup plus champêtre et bien plus agréable. C'est très joli. Visiblement, ils ont décidé de varier effectivement les lieux de conférences de presse, certainement pour des raisons de sécurité aussi. Après, honnêtement, je ne sais pas ce qui a poussé à cette décision. La question que je voulais vous demander tout à l'heure, c'était justement, est-ce que c'est sur le même modèle d'ailleurs Alors, il y a deux choses. Je pense que d'abord, il y a des raisons politiques. Rappelez-vous quand Zelensky a fait cette conférence de presse absolument incroyable dans le métro, avant que les deux dernières rames ne passent. Enfin bon, bref. Donc il y a quand même une vraie maîtrise de la communication politique de sa part. Et puis après, je pense que ce qu'on appelle le variantement, donc le fait de ne pas passer toujours au même endroit, aux mêmes heures, en tout cas de changer les possibilités doit avoir aussi été pris en compte. Mais honnêtement, je n'en ai pas la moindre idée de comment ils ont pris leur décision. En tout cas, nous sommes prêts à renforcer nos défenses. Il dit, le président Zelensky, il salue évidemment ses homologues d'être venus le voir. Et il remercie aussi les Européens pour la livraison d'armes lourdes et notamment, on vient de l'apprendre, les 6 César, c'est ça ? On va y revenir, on va écouter simplement ce que dit Mario Draghi. Il souhaite en effet voir l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Il presidente Zelensky, come ha appena detto, naturalmente comprende che
la strada da candidato a membro è una strada, non è un punto. Bon, traduit manifestement de là-bas, c'est compliqué la traduction là pour le Ce que moment. vient de dire, si je comprends bien, ce que vient de dire le président du Conseil, c'est que la route qui mène à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, c'est une route et non pas un point final. Donc le statut de candidat, d'après les dépêches qu'on a pu lire, le statut de candidat, le président du Conseil, comme les autres chefs d'État et de gouvernement qui sont présents, sont favorables à un statut immédiat de candidat pour adhérer à l'Union européenne de l'Ukraine. En précisant quand même ce qu'on disait hier après l'intervention d'Emmanuel Macron en Moldavie, que ce statut, enfin ce nouvel espace communauté politique européenne qui serait créé, n'était pas un préalable. Oui, mais justement, ce qu'a précisé Emmanuel Macron, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. Or, le président Zelensky, avant, disait, mais attendez, nous, on veut pas que ça décale notre adhésion. Non, ça n'a rien à voir. Ce sont deux processus différents. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà, en fait, c'est deux processus qui sont complémentaires. C'est-à-dire que, grosso modo, mais c'est ce qu'on savait, mais là, il y a beaucoup de force, parce que c'est dit avec, en plus, les Allemands, qui étaient quand même les plus réticents, le processus d'adhésion, d'ouverture d'adhésion, ils sont favorables à une ouverture rapide. Alors c'est bien que ce soit Draghi qui le dise, puisque Macron étant président de l'Union européenne et sachant qu'il y a des pays qui, eux, sont un peu plus réticents, lui est obligé de garder cet espèce d'équilibre. Mais enfin, on voit bien qu'en fait, ils vont pousser les trois pays fondateurs de l'Europe, vont pousser à accepter ce processus, l'ouverture du processus, sachant que, par ailleurs, et c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron depuis le départ, l'ouverture du processus, ça peut durer, regardez les Turcs, depuis le temps qu'on leur a promis, depuis 35 ans. Donc, entre les deux, il va bien falloir faire quelque chose. Parce que, par exemple, typiquement, tant que la guerre durera, ils ne vont pas adhérer, les Ukrainiens, parce qu'on ne va pas faire rentrer un pays en guerre. Donc, entre-temps, il faut bien faire quelque chose. Et l'idée, c'est ça qui a été proposé, et ça permettra d'ailleurs aussi d'aider la Moldavie, qui pourrait être mise en danger par la Russie à cause de la Transnistrie et donc des ambitions territoriales russes. L'idée est de proposer dans cet espace-là, donc il y a favorablement l'ouverture du processus, et en attendant qu'ils puissent pratiquement adhérer, mise en place de cette structure politique européenne qui c'est une sorte de coopération renforcée ou de coopération spéciale où on pourrait aider et l'Ukraine et la Moldavie à avancer, et sur le plan économique, y compris sur les questions de défense. On voit bien que, par exemple, en Moldavie, hier, le président Macron a proposé que l'Union européenne donne 400 millions de dollars immédiatement, enfin d'euros, pardon, immédiatement pour mettre en place des structures militaires un peu plus costauds que ce qu'ils ont. C'est 2 fois leur budget de la défense. Voilà. Alors ça ne fera pas une armée mondiale, mais enfin, ça fera au moins une capacité d'autodéfense. Et c'est bien ce genre de coopération, et c'est ça qu'il est en train d'expliquer, et qu'ils ont dû expliquer à Zelensky, c'est que l'idée, c'est pas de dire l'un ou l'autre. C'est ça qui avait été parfois compris ou dit, mais ce qui n'a pas été dit le 9 mai. Ça n'avait pas été très bien. Au moins, c'est clairement dit. C'est qu'en attendant l'adhésion concrète, on commence à avancer et on répond aux demandes et aux besoins. Parce que l'adhésion concrète, ça va on invente un système pour le court et moyen terme. En fait, c'est comme une coopération structurée. C'est vrai qu'il a vraiment précisé sa pensée hier. Il l'a répété à plusieurs reprises. On l'a suivi ensemble et il l'a précisé à plusieurs reprises. Mais on n'a pas encore la réponse ukrainienne. On n'a pas encore la réponse ukrainienne. Et c'est la raison pour laquelle la Roumanie est là aussi. Parce que, évidemment, ça permet de stabiliser la zone. Oui, bien sûr. Alors, allez-y, Valérie. Non, juste de toute évidence, les premiers mots du président Zelensky qui ont consisté à dire que notre plus grande force est l'union me semble être le signe, dans un langage diplomatique, que beaucoup des tensions, des dissensions qui étaient apparues ont été, pour le moment, en tout cas, aplanies. Je dis ça avec beaucoup de prudence, qu'on va entendre les discours des uns et des autres, mais il me semble que si Volodymyr Zelensky commence cette conférence de presse en disant ça, c'est que beaucoup de choses ont été résolues. Il y avait certainement des choses qu'il fallait solder, effectivement. Alors, nous sommes avec le président roumain. Il parle en anglais, le roumain. On va voir s'il y a une traduction. La technique a été compliquée à mettre en place. On va vous expliquer pourquoi. Notre unité et notre solide engagement à continuer à soutenir l'Ukraine. La Roumanie, as a reliable neighbor and partner and the European member state and NATO ally with the longest border with Ukraine, stands Alors, in vous avez la full traduction ou pas? solidarity with the Ukrainian people. We mourn the loss of human lives
Allez-y, Valérie. Non, mais j'ai difficilement pu entendre, mais là on voit bien que c'est le président roumain qui parle, qui doit lui aussi se prononcer en faveur du statut immédiat de pays candidat à l'adhésion de l'Union européenne pour l'Ukraine. C'est donc, voilà, il y a déjà une avancée, plus la livraison d'armes. Et là, je redonne la parole à mon ami Didier François sur les 6 Césars. Oui, alors voilà, on parlait des Césars tout à l'heure, voilà. Donc c'était le reportage qu'on voyait de Michel Scott, qu'on vous a montré tout à l'heure, effectivement, avec ces Césars dans le Donbass, qui sont donc des armes lourdes françaises. Donc on va en livrer 6 de plus. Oui, alors c'était prévu. Le problème, c'est qu'il a fallu aller chercher sur des stocks et que c'était compliqué. Puis surtout qu'on ne voulait pas l'annoncer. D'abord parce que je pense qu'il y avait un aspect un peu formel, de la même manière qu'il y aurait des discussions sur les exocets ou d'autres choses. Et puis surtout parce que, en général, on n'annonce pas la livraison tant qu'ils ne sont pas sur le terrain. Donc c'est ça qui rendait. Donc on est sur effectivement l'objectif des 18 qui avait été identifié par l'état-major des armées. Voilà. Absolument. Mais alors encore une fois, c'est une arme formidable parce que justement, comme l'a bien montré, ça permet d'aller vite et de tirer loin. Mais ça va pas être simple à maintenir en condition. Il faut changer les tubes assez régulièrement. Et encore 18, vous voyez bien. Face à, en fait, les Occidentaux ont donné 250 canons de 155 en tout. Américains, Italiens, tout compris. Les Italiens ont donné, les Norvégiens, enfin bref. Donc 250, en face, il y en a 3000. Et on voit bien, la première livraison d'obus de 155 Américains, qui sont les seuls à pouvoir en donner autant, c'était 150 000 coups. Là, ils sont en train d'en donner 36 000 de plus. Les 36 000 qui viennent d'être annoncés sur le dernier milliard de dollars d'aide américaine, c'est 6 jours de combat.